Elle ne savait pas que son patron l'observait, mais le parfum sur sa veste capta toute son attention. L'aube sur Paris peignait de reflets dorés les vitres de la tour corporative Avant-Garde, l'un des gratte-ciels les plus imposants de la Défense. Entre ces 40 étages de luxe et de modernité, s'élevait un empire bâti avec vision et détermination, le groupe Avant-Garde, dirigé par un homme dont le nom se prononçait avec respect dans les couloirs. Pardon d'interrompre votre histoire, mais si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Soutenez cette chaîne pour nous aider à grandir et que la vie vous le rende au double. Merci et bonne lecture. Chloé Fournier ajusta son uniforme bleu marine en attendant l'ascenseur dans le hall en marbre travertin. À 24 ans, elle avait appris à se mouvoir comme une ombre au milieu du faste des autres. Son visage aux traits doux encadré par des cheveux châtains, toujours attachés en une queue de cheval pratique, passait inaperçu des cadres qui se déplaçaient à la hâte, parlant anglais au téléphone et portant des mallettes en cuir italien. « Bonjour ma petite Chloé », la salua Monsieur Bernard, le superviseur du nettoyage, avec cette familiarité affectueuse. « Aujourd'hui, c'est le 40e étage pour toi. Le grand patron est en voyage, alors tu as le champ libre. » Le cœur de Chloé fit un bond. Le 40e étage, le bureau de Sébastien Avant-Garde, l'homme de 35 ans qui avait transformé l'entreprise familiale en un conglomérat allant du BTP à la technologie. Tout le monde dans l'immeuble parlait de lui avec des murmures révérencieux. Sa capacité à conclure des affaires impossibles, sa mémoire photographique pour les chiffres et ce charisme qui, selon les secrétaires, pouvait faire fondre un iceberg. L'ascenseur monta en silence, marquant les étages de bip discrets. Chloé observa son reflet dans les portes polies, une jeune femme simple, au sourire facile, mais au regard intelligent, qui avait appris à trouver la beauté dans les petits détails, car les grands appartenaient toujours aux autres. Les portes s'ouvrirent sur un couloir à la moquette gris-perle, aux murs de verre offrant une vue sur la ville, s'étendant jusqu'à l'horizon. L'air sentait le propre et quelque chose de plus subtil. Le succès, le pouvoir, l'argent. Ces arômes invisibles que l'on ne perçoit que là où se prennent les décisions qui font tourner le monde. Le bureau principal était exactement comme elle l'avait imaginé. Un sanctuaire d'ordre et d'élégance. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la métropole, tandis que l'intérieur respirait la perfection minimaliste. Le bureau en noyer foncé était impeccablement rangé, des stylos Montblanc alignés par couleur, des livres d'économie classés par taille, une maquette architecturale de ce qui semblait être un futur complexe résidentiel. Chloé poussa son chariot de nettoyage avec une précaution quasi religieuse, comme si elle entrait dans une cathédrale moderne. Chaque objet racontait une histoire. La veste Armani suspendue avec une précision militaire près du bureau, dégageant un parfum boisé qui parlait de réunions importantes et de décisions à plusieurs millions. Le fauteuil de direction en cuir cognac montrait l'usure subtile de longues journées, et là, sur le bureau, une tasse de café avec une discrète trace de rouge à lèvres rose. D'une visite? D'une réunion d'affaires? Quelque chose de plus personnel? La curiosité l'emporta sur la prudence. Chloé s'approcha lentement du bureau, fascinée par ces vestiges d'une vie qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Ses doigts effleurèrent le dossier du fauteuil, et une idée espiègle germa dans son esprit. Juste pour un instant, juste pour sentir ce que ça faisait de voir le monde de cette perspective. Elle enfila la veste sombre sur ses épaules. Elle était immense, les manches lui arrivèrent jusqu'aux ongles, mais il y avait quelque chose de magique dans ce geste. Elle s'assit dans le fauteuil de direction, qui l'accueillit avec un soupir de cuir coûteux, et pour la première fois de sa vie, Chloé Fournier se sentit puissante. « Bonjour, messieurs du conseil », murmura-t-elle d'une voix faussement grave, en faisant pivoter le fauteuil vers la table de réunion vide. « J'espère que vous avez apporté vos meilleures idées, car aujourd'hui nous allons révolutionner le marché. » Elle se leva avec un dramatisme théâtral, saisit un stylo comme si c'était un sceptre et commença à gesticuler vers un auditoire imaginaire. « Je veux voir ces chiffres grimper en flèche, mais sans oublier l'important qu'il y ait assez de pain au chocolat à la cafétéria pour tout le monde. » Un petit rire lui échappa. « Comment ça, pas de budget pour les pains au chocolat? C'est inacceptable. Une entreprise sans pain au chocolat, c'est comme... » Elle chercha la comparaison parfaite en tournant de façon spectaculaire sur le fauteuil. « C'est comme un café sans croissant. » Sa performance atteignit son apogée lorsqu'elle monta debout sur le fauteuil, agitant le stylo tel un chef d'orchestre dirigeant une symphonie d'entreprise. « Et maintenant, messieurs, le moment que vous attendiez tous,
L'opération Plus de baguettes pour le peuple? Une toux discrète la ramena brutalement à la réalité. Je ne savais pas que je travaillais avec une imitatrice de grande patronne de gang. La voix était profonde, amusée et définitivement réelle. Chloé se figea comme une statue, le stylo toujours en l'air, les yeux ronds. Lentement, elle tourna la tête vers la porte, où une silhouette masculine s'appuyait contre le cadre, les bras croisés et une expression qui oscillait entre la curiosité et l'amusement. Sébastien Avant-Garde en personne. Grand d'une carrure athlétique, moulé dans un costume gris anthracite, qui semblait taillé sur mesure. Des cheveux noirs coiffés en arrière avec quelques mèches rebelles qui adoucissaient la perfection, et ses yeux couleur de miel, que les secrétaires décrivaient comme dangereusement charmants. Le choc fut si intense que Chloé perdit l'équilibre. Elle glissa du fauteuil et tomba au sol avec un bruit sourd, empêtrée dans la veste qui ressemblait maintenant à une toge romaine mal ajustée. Sa queue de cheval s'était partiellement défaite, quelques mèches châtaines s'échappant de sa coiffure parfaite. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en se relevant maladroitement. Son visage brûlait de honte. « Monsieur Avant-Garde, je ne vous ai pas entendu entrer. » Sébastien ne put retenir un sourire. « Clairement. Mais je dois dire que votre présentation sur l'opération Baguette était plutôt convaincante. Mais vous ne pouvez pas arriver comme ça, sans prévenir, » éclata Chloé, se surprenant elle-même par son audace. « On est censé frapper avant d'entrer. Vous m'avez presque tué de peur. » La réponse impulsive resta en suspens dans l'air, comme une déclaration de guerre. Chloé porta les mains à sa bouche, horrifiée. Elle venait de réprimander l'homme le plus puissant de la tour. Son travail, son unique revenu, venait probablement de partir en fumée. Mais au lieu de la fureur attendue, Sébastien éclata d'un rire sincère. « Vous avez raison, mademoiselle. Fournier, Chloé Fournier, murmura-t-elle, essayant toujours de se dépêtrer de la veste sans succès. Une manche s'était coincée dans le bras du fauteuil, créant une situation de plus en plus comique. « Chloé », répéta-t-il, et le nom sonna différemment dans sa voix. « Eh bien, vous avez raison, mademoiselle Chloé. J'aurais dû frapper. Toutes mes excuses. » Ses yeux brillèrent de malice, même si je dois admettre que la veste vous va de façon intéressante. Cela acheva de semer le chaos. Chloé tira plus fort sur la manche, se libéra brusquement et faillit tomber à nouveau. Sébastien fit un pas en avant instinctivement, comme pour l'aider, mais elle se rattrapa seule, secouant les cheveux qui tombaient maintenant en partie autour de son visage. « Oh non, non, c'est une catastrophe !» murmura-t-elle, essayant de refaire sa queue de cheval avec des gestes nerveux. « Vraiment, monsieur Avant-Garde, je ne suis pas comme ça. Enfin, si, je suis comme ça, mais pas quand je travaille. Bon, techniquement, j'étais en train de travailler, mais pas de travailler. J'étais plutôt en train de rêver d'être la patronne, suggéra-t-il, avec un sourire qui devrait définitivement être illégal. Un moment de silence. Et puis, inexplicablement, Chloé se mit à rire. Un rire clair, honnête, qui remplit le bureau d'une chaleur que les réunions d'affaires n'avaient jamais réussi à créer. « Mon Dieu !» dit-elle entre deux rires. « Oui, exactement ça. Je rêvais d'être la patronne qui exige des pains au chocolat en conseil d'administration. » Sébastien tendit la main vers elle. « Sébastien Avant-Garde, mais je suppose que vous le saviez déjà. » Chloé essuya sa paume sur son uniforme avant de la lui serrer. Chloé Fournier, rêveuse professionnelle et apparemment critique du manque de pain au chocolat dans le monde de l'entreprise. « Eh bien, vous marquez un point sur les pains au chocolat, » dit-il, maintenant la poignée de main une seconde de plus que nécessaire. « Et sur le fait de frapper avant d'entrer, j'en tiendrai compte. » C'est alors que Chloé réalisa qu'elle portait toujours la veste. Elle la retira lentement, comme si c'était un objet sacré, et la lui tendit, les joues encore rouges. « Je suis terriblement désolé, monsieur Avant-Garde. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Ne vous en faites pas, » dit-il en prenant la veste et en remarquant le soin avec lequel elle l'avait traitée. C'était rafraîchissant. Chloé récupéra rapidement son chariot de nettoyage, évitant son regard. « Je ferais mieux de partir avant de faire pire, comme réorganiser votre bureau ou critiquer la décoration. »« Et quelle critique auriez-vous sur la décoration ?» demanda-t-il, réellement curieux. Elle s'arrêta à la porte, se retourna avec un sourire timide mais authentique. « Eh bien, ça manque de couleur, et il manque clairement des photos de famille. Et peut-être une plante. Les plantes donnent l'impression d'être à la maison, n'importe où. » Et sur ce, elle partit presque en courant, laissant derrière elle l'écho de son rire et un subtil parfum de savon à la noix de coco et d'honnêteté. Sébastien resta seul dans son bureau, tenant la veste qui conservait encore sa chaleur et une fragrance complètement différente des parfums coûteux auxquels il était habitué.
Il s'approcha de la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait à ses pieds, mais pour la première fois depuis des années, son esprit n'était pas aux chiffres, ni aux prochaines réunions, ni aux projets à conclure. Il pensait à une jeune femme aux yeux brillants qui croyait que les pains au chocolat devraient faire partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Et pour la première fois depuis longtemps, Sébastien Avant-Garde sourit sans aucun agenda en tête. Le jour suivant arriva, chargé d'une étrange énergie. Chloé s'était réveillée en pensant au rire de Sébastien, à la façon dont son nom avait sonné sur ses lèvres, à la manière dont il ne l'avait pas renvoyé pour sa bêtise. En se préparant pour le travail dans son petit appartement de Belleville, elle s'était répété 1000 fois que cela ne signifiait rien. C'était juste un moment comique, une anecdote qu'il aurait probablement déjà oubliée. Mais lorsqu'elle arriva à la tour Avant-Garde ce matin-là, quelque chose avait changé. Le regard de l'agent de sécurité parut s'attarder une seconde de plus sur elle, comme s'il la voyait pour la première fois. Carmen, la réceptionniste, lui sourit avec une complicité sans raison apparente. Et dans l'ascenseur panoramique, alors qu'elle appuyait sur le bouton du 20e étage pour commencer sa routine habituelle, son cœur s'accéléra involontairement. Les portes étaient en train de se fermer lorsqu'une main masculine s'interposa. « Pardon », dit une voix familière, et Sébastien se glissa dans l'ascenseur juste avant que les portes ne se referment complètement. Chloé sentit l'air s'épaissir. L'espace, qui lui paraissait normalement vaste, devint soudainement intime. Le parfum boisé de son eau de toilette se mêlait à l'odeur de nettoyant aux agrumes de son chariot, créant une combinaison étrangement harmonieuse. « Merci », murmura-t-il, bien qu'elle n'ait rien fait pour l'aider. Les chiffres du panneau digital clignotaient en bleu. 5, 8, 12. Chloé feignait d'étudier le sol en acier poli, mais elle pouvait voir leurs reflets à tous les deux sur les parois de l'ascenseur. Il faisait semblant de vérifier des messages sur son téléphone, mais ses yeux se levaient toutes les quelques secondes vers elle. C'était comme une danse silencieuse, un jeu de regard qu'aucun des deux ne voulait admettre jouer. 15, 18, 20. Bonne journée, dit-elle lorsque les portes s'ouvrirent à son étage, sans oser le regarder directement. Également, mademoiselle Chloé. La façon dont il prononça son nom lui fit oublier de respirer un instant. Cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait les bureaux du 20e étage, elle ne put s'empêcher de se demander si elle le reverrait. La réponse arriva plus tôt que prévu. Elle rangeait les fournitures dans le local d'entretien, quand elle entendit des voix familières dans le couloir. « Je dois vérifier personnellement le système de ventilation de cet étage », disait Sébastien à quelqu'un qui semblait être du service de maintenance. Les employés ont signalé que l'air ne circule pas bien. Chloé fronça les sourcils. Elle travaillait à cet étage depuis des mois et n'avait jamais entendu personne se plaindre de la climatisation. En fait, elle avait toujours fonctionné parfaitement. Le lendemain, ce fut le jardin intérieur du 15e étage. Sébastien apparut avec une tablette à la main, expliquant à quelqu'un au téléphone l'importance de maintenir des espaces verts dans l'environnement de travail, juste au moment où elle arrosait les plantes ornementales. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et il lui adressa un sourire presque imperceptible avant de poursuivre sa soi-disant inspection. Le jeudi, ce fut la cuisine du personnel. Sébastien arriva avec 2 ingénieurs, discutant de l'optimisation de l'efficacité des espaces communs, pendant que Chloé nettoyait les tables. Elle tenta de se cacher derrière son chariot, mais un rire involontaire lui échappa lorsqu'elle l'entendit parler sérieusement de l'ergonomie des chaises de la cafétéria, comme si c'était une question de sécurité nationale. « Quelque chose vous semble amusant, mademoiselle Fournier ?» demanda-t-il avec cette formalité qui ne sonnait déjà plus tout à fait sérieuse. « Non, monsieur, c'est juste que les chaises vont bien. Vraiment, » répondit-elle, se mordant l'intérieur de la joue pour ne pas sourire. « Eh bien, il est important d'avoir l'avis de ceux qui utilisent réellement ces espaces, » dit-il, et un instant, ses yeux brillèrent de cette malice qu'elle avait vue dans son bureau. Le vendredi, un orage d'après-midi transforma Paris en un labyrinthe de flaques d'eau et d'embouteillages impossibles. Chloé sortait de l'immeuble lorsque la pluie redoubla, transformant les rues de la Défense en rivières improvisées. Elle se réfugia sous l'auvent de l'entrée, se résignant à attendre une accalmie quand une voix connue la fit sursauter. « Quel temps !» dit Sébastien, apparaissant à ses côtés avec un élégant parapluie noir. « La circulation doit être terrible. »« Fiaste est toujours terrible », répondit-elle, surprise de voir à quel point il était naturel de lui parler. « Mais encore plus avec cette pluie. Avez-vous besoin que je vous dépose quelque part ?» Chloé secoua la tête immédiatement. « Non, merci. Vraiment, j'habite près. » C'était un mensonge.
Elle vivait à l'autre bout de la ville, mais accepter que le PDG la raccompagne, c'était franchir une ligne qu'elle ne savait pas si elle était prête à franchir. « Laissez-moi au moins partager mon parapluie jusqu'à l'arrêt de métro », insista-t-il, avec un sourire qui rendait difficile de dire non. Ils marchèrent ensemble sous la pluie, si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Le parapluie les protégeait, créant une petite bulle intime au milieu du chaos urbain. « Vous savez ce qui est le plus étrange ?» dit-il soudain. « Quoi ? Ça fait 5 ans que j'entre dans cet immeuble tous les jours, et je n'avais jamais remarqué à quel point la ville est belle quand il pleut. » Chloé sentit ses joues s'empourprer, mais ne dit rien. Ils arrivèrent à la station, où elle prit congé rapidement, courant presque vers la rame de métro qui venait d'arriver. Mais pendant tout le trajet du retour, elle ne put s'empêcher de sourire. Les petits miracles commencèrent le lundi suivant. La machine à café du personnel, en panne depuis des semaines, apparut en parfait état de marche. Personne ne savait qui l'avait réparée. La plante verte du hall principal, qui se mourait, était radieuse et bien arrosée au petit matin. Et pendant les services de nuit, lorsque l'immeuble se vidait et qu'il ne restait que les agents de sécurité et le personnel de nettoyage, une musique douce se mit à jouer dans le système audio, de la chanson française, du jazz instrumental, des mélodies qui faisaient passer les heures plus vite. « Tu ne trouves pas ça bizarre ?» lui demanda sa collègue Sophie, alors qu'elle nettoyait les bureaux du 30e étage. « On dirait que quelqu'un veille à notre confort. » Chloé ne répondit pas. Mais au fond, elle savait exactement qui était ce quelqu'un. Les gestes étaient trop spécifiques, trop attentionnés pour être une coïncidence. C'était le genre de détail que seule une personne attentive qui voyait vraiment pouvait remarquer. Cette nuit-là, alors que l'immeuble sombrait dans le silence nocturne et que « Ne me quitte pas » de Jacques Brel s'échappait doucement des haut-parleurs, Chloé se permit de sourire ouvertement pour la première fois depuis des jours. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas invisible. Et pour la première fois, cela ne lui faisait pas peur. Cela l'excitait. Quelque part au 40e étage, Sébastien Avant-Garde travaillait tard, mais de temps en temps, il levait les yeux vers la fenêtre et souriait sans raison apparente. La tour semblait différente, plus vivante, plus chaleureuse, comme s'il avait enfin trouvé son foyer. Sébastien n'arrivait pas à se concentrer. Les chiffres sur son ordinateur devenaient flous chaque fois qu'il se souvenait du rire de Chloé, de la façon dont elle avait défendu les plantes, ou de sa course sous la pluie avec ce sourire timide. C'était ridicule. Lui, qui pouvait mémoriser des bilans financiers entiers en une seule lecture, n'arrivait pas à chasser de son esprit une jeune femme qu'il connaissait à peine depuis une semaine. « Valérie », appela-t-il son assistante par l'interphone. « Pourriez-vous me trouver quelques informations de base sur le personnel de nettoyage ? Rien d'intrusif, juste des informations générales. » Valérie Dubois, une femme efficace de 40 ans qui travaillait avec lui depuis 5 ans, haussa un sourcil curieux. En toutes ces années, Sébastien n'avait jamais montré d'intérêt pour les employés au-delà des rapports mensuels des ressources humaines. « Un employé en particulier, monsieur ?» Chloé Fournier, de l'équipe du matin. 1 heure plus tard, il avait le dossier de base sur son bureau. Chloé Itzel Fournier, 24 ans, originaire de Bretagne. Employée depuis 8 mois, ponctualité parfaite, évaluation excellente. 2 emplois, nettoyage le matin chez Avant-Garde et serveuse le soir dans un bouchon lyonnais du Marais. Mais les données qui retinrent vraiment son attention se trouvaient dans les références. Sa superviseur, Madeleine, la décrivait comme « la jeune femme la plus travailleuse que j'ai connue », toujours avec le sourire même, avec des cernes de fatigue. Le gérant du restaurant avait écrit « Chloé a une mémoire impressionnante pour les commandes et une façon unique de faire en sorte que les clients se sentent spéciaux, comme s'il faisait partie de la famille. » Ce qui l'intrigua le plus fut une note de son dossier académique. Étudiante brillante en administration des entreprises à la Sorbonne, interruption temporaire pour raison familiale. Elle avait validé 6 semestres avec une moyenne de 16-20 avant de suspendre ses études. Par curiosité professionnelle, se dit-il, Sébastien contacta l'université. Le professeur Robert Dubois, qui avait été son directeur de mémoire, se souvenait parfaitement de Chloé. Cette jeune femme avait un talent naturel pour transformer des données complexes en récits compréhensibles, lui expliqua-t-il au téléphone. Son projet sur les microcrédits pour les petites entreprises familiales était brillant. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu le terminer. Elle a mentionné quelque chose à propos de sa grand-mère et de responsabilité familiale. Sébastien raccrocha avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de l'attirance qu'il ressentait pour Chloé. C'était une admiration profonde pour quelqu'un qui avait sacrifié ses rêves par amour familial,
qui travaillait 16 heures par jour sans perdre le sourire, qui trouvait de l'humour dans les situations les plus inattendues. Pendant ce temps, Chloé commença à remarquer des changements subtils dans sa routine de travail. Madeleine, normalement stricte et sérieuse, avait commencé à lui parler avec plus de douceur. « Ma petite Chloé, ne te presse pas avec le 30e étage, prends ton temps. » Les soirées au restaurant étaient devenues moins épuisantes car, mystérieusement, le gérant avait embauché une aide supplémentaire pour améliorer le service. Et puis il y avait les petits détails significatifs. Les ampoules grillées du couloir étaient changées avant qu'elle ne les signale. Le distributeur automatique qui avalait toujours ses pièces fonctionnait maintenant parfaitement et la climatisation maintenait une température idéale aux étages où elle travaillait. Elle n'était pas idiote. Elle avait grandi en Bretagne, où tout le monde se connaît et rien ne passe inaperçu. Elle reconnaissait une main invisible quand elle en voyait une. Le mercredi après-midi, elle décida de le confronter. La cafétéria de l'immeuble était presque vide à 16 heures. Sébastien était assis seul à une table dans un coin, révisant des documents tout en buvant un café américain. Chloé prit une profonde inspiration et s'approcha. « Excusez-moi, monsieur Avant-Garde, pouvons-nous parler ?» Il leva les yeux, clairement surpris mais ravi. « Bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. » Chloé s'assit sur le bord de la chaise, le dos droit et les mains jointes sur la table. « Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je sais que vous êtes en train d'aider, de me faciliter les choses. » Sébastien ouvrit la bouche pour nier, mais elle leva une main. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'apprécie vos intentions, vraiment, mais je n'ai pas besoin que l'on ait pitié de moi. J'ai travaillé dur toute ma vie et j'en suis fier. Je ne veux pas de charité. » Le silence s'installa entre eux, dense mais pas inconfortable. Sébastien posa ses mains sur la table, paumes ouvertes, dans un geste de transparence. « Chloé, je vous assure que ce n'est pas de la pitié que je ressens pour vous. » Sa voix était douce, mais ferme. « C'est du respect. Un respect sincère pour quelqu'un qui travaille avec dévouement et garde le sourire malgré tout. Si mes interventions vous ont mise mal à l'aise, je vous présente mes plus sincères excuses. » Elle l'étudia avec ses yeux intelligents qu'il en était venu à admirer. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi vous intéressez-vous à moi ?» Sébastien sourit, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit de la vulnérabilité dans ce sourire. « Parce qu'en 5 minutes, vous m'avez fait rire plus que je n'avais ri en des mois. Parce que vous parlez de pain au chocolat en conseil d'administration comme si c'était la chose la plus logique au monde. Parce que vous voyez des plantes qui se meurent et vous pensez à leur redonner vie, pas à les remplacer. » Chloé sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « D'accord, » dit-elle lentement. « Mais si nous allons, je ne sais pas comment appeler ça, être amis, je suppose, ça doit être sans privilèges spéciaux, sans arranger ma vie dans l'ombre. Si vous voulez me connaître, faites-le franchement. » « Marché conclu, » dit-il en tendant la main. Quand ils se serrèrent la main, Chloé remarqua qu'il n'était pas pressé de la lâcher. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Sébastien, sa main toujours dans la sienne. « Bien sûr. Votre grand-mère, comment va-t-elle » La question l'a pris complètement au dépourvu. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il n'a pas demandé pourquoi elle avait abandonné ses études, ni parlé de ses 2 emplois, ni de quoi que ce soit la concernant. Il a posé une question sur la personne qui comptait le plus pour elle au monde. « C'est compliqué, » admit Chloé, la voix légèrement brisée. « Diabète avancé, problème cardiaque. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Elle vit avec vous ? Depuis que j'ai 12 ans. Mes parents sont morts dans un accident et ma grand-mère Madeleine m'a élevé. C'est tout ce que j'ai. » Sébastien hocha la tête, sans hâte, sans gêne, face à sa vulnérabilité. « Ce doit être une femme extraordinaire pour avoir élevé quelqu'un comme vous. » Pour la première fois, Chloé sentit que le nom Avant-Garde ne sonnait pas comme une marque d'entreprise, mais comme le nom d'une personne réelle, une personne qui se souciait de poser la bonne question et d'attendre la réponse. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci à vous, » répondit-il, « de me faire assez confiance pour parler franchement. » Quand ils se quittèrent cet après-midi-là, tous deux savaient que quelque chose avait changé. Ce n'était plus de la curiosité ou un jeu de regard, c'était le début d'une véritable connaissance. Après leur conversation à la cafétéria, Sébastien comprit que Chloé n'était pas le genre de femme à être impressionnée par des gestes grandioses ou des cadeaux coûteux. Elle appréciait l'authenticité, le détail attentionné, la connexion réelle. Alors il décida de parler son langage, de petits gestes qui en diraient plus que 1000 mots. Le lundi matin, lorsque Chloé arriva au local d'entretien pour préparer son chariot, elle trouva quelque chose qui n'était pas là le vendredi. Une tasse neuve,
blanche et simple, avec des lettres noires qui disaient « La grande patronne ». À l'intérieur de la tasse, un petit papier plié avec une calligraphie élégante « Je promets de frapper avant d'entrer. S ». Chloé ne put s'empêcher de rire toute seule dans la pièce vide. C'était exactement le genre de plaisanterie dont elle avait besoin pour commencer la semaine. Elle garda le mot dans la poche de son uniforme et utilisa la tasse pour son café du matin, ressentant une chaleur étrange chaque fois qu'elle voyait les lettres. Le mardi, alors qu'elle rangeait les fournitures dans l'armoire du 15e étage, elle trouva une boîte en carton avec son nom écrit de la même écriture élégante. À l'intérieur, il y avait 3 livres, Fondamentaux de l'administration des entreprises, Microcrédits et développement social et Gestion des petites et moyennes entreprises. Ils étaient identiques à ceux qu'elle avait dû vendre l'année précédente, lorsque sa grand-mère Madeleine avait eu besoin d'une petite intervention chirurgicale et que l'argent manquait. Sur la première page du premier livre, il y avait un post-it « Pour que tu puisses finir ce mémoire brillant sur les microcrédits, les frais de réinscription sont payés au nom d'un sponsor anonyme. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans le talent. » Les mains de Chloé tremblèrent en tenant l'attestation de la Sorbonne. Frais de scolarité payés pour le prochain semestre, toutes les démarches effectuées. Il ne manquait plus que sa confirmation de réinscription. Son premier réflexe fut de descendre en courant au 40e étage et de tout rendre. C'était trop, mais quelque chose la retint. La note ne disait pas « parce que tu me fais pitié » ou « parce que tu as besoin d'aide ». Elle disait « un investissement dans le talent », comme s'il croyait vraiment qu'elle en valait la peine. Cette nuit-là, après son service au bouchon lyonnais, Chloé resta éveillée jusqu'à 3 heures du matin, lisant les livres qu'elle n'avait pas pu ouvrir depuis des mois. C'était comme retrouver une partie perdue d'elle-même. Le mercredi, pendant son service de nettoyage de nuit, la playlist douce commença à jouer comme d'habitude. Mais cette fois, à la fin de la liste, il y avait un nouveau morceau. Ce n'était pas de la musique, mais des sons de pluie douce mêlés à du piano. Le même genre de son qu'elle mettait sur son téléphone pour s'endormir après des journées épuisantes, quand le bruit de la ville ne la laissait pas se reposer. Chloé s'arrêta au milieu du couloir, la serpillière à la main en écoutant. Comment savait-il que ces sons l'apaisaient? Avait-elle été si transparente sans s'en rendre compte? Le jeudi matin, elle prit une décision. Elle se dirigea directement vers le 40e étage, la tasse la grande patronne, dans une main et une détermination ferme dans le cœur. Cette fois, elle s'arrêta devant la porte du bureau principal et frappa 3 fois, doucement, mais clairement. « Entrez », dit la voix familière. Sébastien leva les yeux de son ordinateur et sourit en la voyant. « Bonjour Chloé, comment va la grande patronne aujourd'hui ? Nous devons parler, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau sans attendre d'invitation, plaça la tasse entre eux comme si c'était une déclaration d'intention. Les livres, les frais de scolarité, la musique... Tout ça est très gentil, Sébastien, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Sa voix était ferme mais pas hostile. J'ai 24 ans et je m'occupe de moi-même et de ma grand-mère depuis que j'en ai 12. J'en suis fier. Je n'ai pas honte d'avoir 2 emplois. Je n'ai pas honte d'avoir mis mes études en pause. Sébastien s'adossa à son fauteuil, écoutant attentivement. Mais, continua Chloé, je ne suis pas non plus assez orgueilleuse pour refuser une véritable opportunité. Si tu crois vraiment que j'ai du talent, si tu penses réellement que je peux finir mes études et en faire quelque chose de bien, alors j'accepte ton aide. Mais ça doit être un accord entre égaux. Que proposes-tu ? Demanda-t-il avec une curiosité sincère. Que toute aide que tu m'apportes, nous la gagnions ensemble. Si tu paies mes frais de scolarité, je travaillerai pour toi à mi-temps en dehors de mes cours. Si tu me prêtes des livres, je t'aiderai sur des projets qui nécessitent ma perspective. Je ne veux pas être ton projet de charité, je veux être ton associé. Sébastien sentit quelque chose s'épanouir dans sa poitrine. Pas seulement de l'admiration, mais quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Ça me semble juste, dit-il lentement. Mais j'ai une demande personnelle. Laquelle? Un café et une conversation, sans ordre du jour professionnel. Juste pour apprendre à se connaître en tant que personne, pas en tant que patron et employé ou bienfaiteur et bénéficiaire. Chloé rit, et le son remplit le bureau d'une chaleur qu'aucune réunion d'affaires n'avait jamais réussi à créer. « D'accord, dit-elle, mais à une condition, pas question de me prêter ta veste cette fois. J'ai appris ma leçon sur le fait de jouer à la patronne. Marché conclu, dit-il en tendant la main. Au lieu de la serrer, Chloé prit la tasse « La grande patronne » et la posa délicatement au centre du bureau de Sébastien
à côté de son élégant set de stylos Montblanc et de ses documents parfaitement organisés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il amusé. « Un rappel, dit-elle en se levant, que parfois les meilleures idées viennent des endroits les plus inattendus, et que nous savons tous les deux que le manque de pain au chocolat en Réunion reste un problème sérieux dans cette entreprise. » Sébastien rit de bon cœur, un rire sincère que ses employés entendaient rarement. « Je prendrai des notes pour le prochain conseil d'administration. » Alors que Chloé se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta un instant. « Sébastien, dit-elle sans se retourner, merci d'avoir vu quelque chose en moi que j'oublie parfois moi-même. Merci à toi, répondit-il, de me rappeler que les meilleurs accords ne se font pas seulement avec des chiffres, mais avec la confiance. » Après son départ, Sébastien resta à regarder la tasse sur son bureau. Ce n'était pas seulement un objet incongru dans son bureau minimaliste, c'était la promesse que quelque chose changeait dans sa vie, parfaitement ordonnée. Et pour la première fois depuis des années, cela ne lui faisait pas peur. Cela l'excitait. Le vendredi après-midi, après son service au restaurant, Chloé trouva un message sur son téléphone. « Demain soir, ça te va? Je connais un endroit tranquille. S. » Elle avait passé toute la semaine à penser à leur accord, à cette conversation en suspens qu'il s'était promis d'avoir. Une partie d'elle était nerveuse, une autre excitée. Elle répondit par un simple « oui » et passa tout le samedi à changer de tenue 3 fois. L'adresse qu'il lui avait envoyée la mena à une petite rue derrière le Marais, où les maisons anciennes s'étaient transformées en café bohème et en galerie d'art. Le café Nostalgie avait une façade discrète, peinte en vert olive, avec des fenêtres qui laissaient voir un intérieur chaleureux éclairé par des ampoules vintage. Quand elle arriva à 20 heures, elle fut surprise de trouver les lumières allumées, mais la porte fermée. Elle frappa doucement à la vitre, et Sébastien apparut de l'autre côté, souriant avec une clé à la main. « Comment as-tu » commença-t-elle à demander. « Monsieur Aurélien est client d'Avant-Garde depuis des années, » expliqua-t-il en ouvrant. « Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'une faveur pour impressionner quelqu'un de spécial, il n'a pas pu refuser. L'intérieur du café était transformé. Les lampes suspendues créaient une lumière dorée et douce, et l'odeur de viennoiserie fraîchement sortie du four flottait dans l'air. Une table dans le coin avait été préparée spécialement. Nappe en tissu, 2 tasses en céramique artisanale et serviettes en coton pliées avec soin. « Tu as cuisiné » demanda Chloé, incrédule mais amusée. Sébastien rit, se grattant la nuque d'un geste qui le faisait paraître plus jeune. « Pas exactement. Disons que j'ai des contacts dans la meilleure boulangerie de Belleville. Elles sont arrivées vers 18 heures. Sur chaque tasse, des initiales maladroites avaient été dessinées au marqueur noir. C&S. C'était si improvisé, si éloigné de la perfection d'entreprise à laquelle il était habitué, que Chloé se sentit immédiatement à l'aise. « Ça te dit si j'essaie de faire des cappuccinos » demanda-t-il en montrant la machine à expresso. « Avertissement, je suis bien meilleur avec les tableurs qu'avec la mousse de lait. Voyons ce que tu vaux, » dit-elle en s'asseyant sur la chaise qu'il lui approcha. Le spectacle fut immédiatement désastreux. Sébastien se battit avec la machine comme si c'était son premier jour de travail, renversant du lait partout, remplissant les tasses d'une mousse qui ressemblait plus à du savon qu'à une boisson et couvrant le comptoir de gouttes de café. « Je crois que la machine est en train de gagner, » murmura-t-il en nettoyant le désordre avec un torchon. « Attends, laisse-moi t'aider, » dit Chloé en se levant et en se plaçant à côté de lui derrière le bar. « J'ai travaillé dans un café avant le restaurant. Le secret, c'est la température du lait. » Elle guida ses mains pour manier la buse à vapeur, et un instant, ils furent si proches qu'elle pouvait sentir son parfum se mêler à l'arôme du café. Ses mains étaient étonnamment chaudes, avec de petites callosités qui témoignaient de quelqu'un qui ne faisait pas que signer des papiers, mais qui travaillait aussi de ses mains pendant son temps libre. « Voilà, » dit-elle, lorsque la mousse atteignit la consistance parfaite. « Maintenant, verse doucement. » Le résultat final n'était pas parfait, mais c'était buvable. Ils s'assirent avec leur cappuccino improvisé et la conversation coula comme s'ils étaient amis depuis toujours. « Comment as-tu fini par diriger un empire ?» demanda Chloé en sirotant prudemment son café. Sébastien soupira, faisant tourner la tasse entre ses mains. « Héritage familial. Mon grand-père a fondé l'entreprise, mon père l'a développée, et quand il est mort il y a 3 ans, c'était mon tour. Ce n'était pas vraiment mon premier choix. » « C'était quoi ton premier choix ?»« L'architecture, » admit-il avec un sourire nostalgique. « J'adore concevoir des espaces, créer quelque chose à partir de rien. Je dessine encore des bâtiments sur des serviettes en papier quand je m'ennuie en réunion. » Chloé sourit. « Comme moi qui rêve d'être la patronne en nettoyant des bureaux ?»
Exactement comme ça. Elle lui parla de ses parents, qui avaient tenu une petite boulangerie en Bretagne. Ils m'ont appris que les chiffres racontent des histoires. Combien de farine on achète, combien de pain on vend, combien de familles on nourrit. Quand ils sont morts, les chiffres sont devenus mon refuge. C'était la seule chose qui avait du sens. Et ta grand-mère, Madeleine? C'est tout ce que j'ai, dit Chloé, la voix plus douce. Parfois, j'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur pour m'occuper d'elle, de manquer d'argent ou que quelque chose de grave arrive et que je ne sois pas prête. Sébastien tendit la main et toucha brièvement la sienne. D'après ce que j'ai vu, tu es bien plus forte que tu ne le crois. Toi, tu n'as peur de rien? Tout le temps, avoua-t-il. Peur de prendre la mauvaise décision et de ruiner ce que mon grand-père et mon père ont construit. Peur d'être tellement occupé à diriger une entreprise que j'en oublie de vivre ma propre vie. Peur de me réveiller à 50 ans et de réaliser que je n'ai jamais été vraiment heureux. Et qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux? Sébastien la regarda par-dessus sa tasse. Construire quelque chose qui a de l'importance, pas seulement des immeubles plus hauts ou des profits plus grands, mais quelque chose qui améliore la vie des gens. Et il s'arrêta comme s'il allait dire quelque chose de plus personnel. Et trouver quelqu'un qui me voit comme une personne, pas comme un nom de famille ou un compte en banque. L'air entre eux se chargea de quelque chose de nouveau, plus intense que l'amitié, mais plus doux que la passion. C'était une compréhension mutuelle, une reconnaissance. Sébastien tenta de faire du latte art dans sa deuxième tasse, et le résultat fut une tache qui ressemblait à un hybride entre un cœur et un nuage d'orage. « C'est un cœur avec de la personnalité », déclara Chloé en riant, « totalement approuvé. Tiens, tu sais ce qui est le plus étrange ?» dit-il en nettoyant les restes de son expérience artistique. « Ça fait des années que j'assiste à des réunions où tout est planifié au millimètre près, où chaque mot est pesé, et ce soir, en faisant un désastre avec le café, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens moi-même. Et comment est Sébastien quand il est lui-même? Apparemment, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire de cappuccino, mais qui est prêt à essayer pour impressionner une fille qu'il a grondée parce qu'il n'avait pas frappé avant d'entrer. Quand vint le moment de se quitter, ils marchèrent lentement vers la porte, sans se presser, comme s'ils voulaient tous deux prolonger ces derniers instants d'intimité avant de retourner au monde réel. À la porte, Sébastien s'arrêta et se tourna vers elle. « Chloé, merci. Pourquoi? De m'avoir rappelé que la joie est aussi une décision que l'on prend tous les jours. » Il s'approcha lentement et appuya son front contre le sien, un geste tendre et intime qui n'avait pas besoin de mots. Chloé ferma les yeux et, un instant, s'autorisa à ressentir ce qu'elle avait nié toute la semaine, que cet homme la faisait se sentir vue, valorisée, spéciale. « Repose-toi bien, murmura-t-il. Toi aussi. » En marchant vers l'arrêt de métro, Chloé emportait avec elle plus que le goût du café. Elle emportait le sentiment que son avenir, pour la première fois depuis des années, sentait les possibilités et les promesses, et que peut-être, juste peut-être, son histoire pouvait s'écrire sur le ton qu'elle choisirait. Le mardi matin commença comme n'importe quel autre jour. Chloé était arrivée tôt à la tour avant-garde, sifflotant doucement, en préparant son chariot de nettoyage. Elle avait mieux dormi que depuis des mois. La soirée au café avec Sébastien avait laissé une sensation chaleureuse qui l'accompagnait encore. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait plein de possibilités. Son téléphone vibra alors qu'elle nettoyait les vitres du 15e étage. Le numéro de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière s'afficha et son cœur s'arrêta. « Mademoiselle Fournier, c'est le docteur Mendoza du service des urgences. Votre grand-mère, Madeleine Fournier, a été amenée en ambulance il y a 1 heure. Elle a subi une grave crise de diabète et nous avons besoin que vous veniez immédiatement. » Le monde de Chloé se brisa comme du verre. Le téléphone faillit lui glisser des mains tremblantes, tandis qu'elle balbutiait qu'elle serait là tout de suite. Son esprit fut envahi par un bruit blanc. Elle ne pouvait penser qu'à arriver à l'hôpital, à voir sa grand-mère Madeleine, à ce que tout aille bien. Elle courut vers l'ascenseur, mais ses jambes semblaient ne pas lui obéir. Elle appuya frénétiquement sur le bouton, des larmes commençant à brouiller sa vue. Quand les portes s'ouvrirent, elle se retrouva face à Sébastien. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il immédiatement en voyant son état. « C'est ma grand-mère », réussit-elle à dire entre 2 sanglots. « Elle est à l'hôpital. Je dois y aller, mais je ne sais pas comment j'arriverai à temps. Le métro va mettre des heures avec la circulation et... »« Viens avec moi », dit-il sans hésiter, la prenant par le bras avec fermeté mais douceur. « Je t'emmène tout de suite. » Il n'y eut pas de temps pour les protestations ou la fierté mal placée.
Sébastien la guida rapidement vers le parking où sa BMW argentée les attendait. Pendant le trajet vers l'hôpital, il n'essaya pas de la consoler avec des mots vides. Au lieu de cela, il navigua dans le trafic chaotique de la ville avec l'efficacité de quelqu'un habitué aux urgences, parlant au téléphone avec son assistante pour annuler ses rendez-vous du matin. Quand ils arrivèrent à la Pitié-Salpêtrière, Sébastien se transforma en une machine d'efficacité silencieuse, tandis que Chloé se débattait avec les formulaires d'admission, les mains tremblantes, il apparaissait avec un verre d'eau et une couverture de l'hôpital. Quand le stationnement semblait impossible, il trouvait des places. Quand la bureaucratie menaçait de les retarder, il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Chambre 247, leur dit finalement une infirmière. Elle est stable, mais elle va devoir rester plusieurs jours. Chloé courut dans le couloir aux carreaux blancs, suivie par Sébastien à une distance respectueuse. Quand elle ouvrit la porte de la chambre et vit sa grand-mère Madeleine connectée à des moniteurs, avec un masque à oxygène et des câbles partout, elle s'effondra sur la chaise à côté du lit. « Oh, mamie !» murmura-t-elle, prenant la main ridée entre les siennes. « Pardonne-moi de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Sébastien resta sur le pas de la porte, observant. À cet instant, il comprit quelque chose de fondamental. Prendre soin ne signifie pas toujours agir. Parfois, cela signifie rester immobile et être une ancre silencieuse pendant que la personne que l'on aime traverse sa douleur. Le docteur Mendoza arriva 1 heure plus tard avec le pronostic. Diabète avancé compliqué de problèmes cardiaques. Il faudrait une intervention chirurgicale, des médicaments spécialisés, une thérapie de rééducation. Le traitement complet coûterait plus de 20 000 € au cours des 6 prochains mois. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toutes ses économies n'atteignaient même pas 1/10 de cette somme. « Docteur, » réussit-elle à dire d'une voix brisée, « pouvons-nous parler d'options de paiement, d'échelonnement, quelque chose ?» Sébastien s'approcha pour la première fois. « Puis-je vous parler un instant, Chloé ?» Ils sortirent dans le couloir où l'odeur de désinfectant se mêlait à l'angoisse d'autres familles attendant des nouvelles. « Je m'occupe de tous les frais médicaux, » dit-il directement, sans détour. « Non, » répondit-elle immédiatement. « Je ne peux pas accepter ça, Sébastien. C'est beaucoup trop d'argent, Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit-il. « C'est un engagement envers quelqu'un qui est devenu important pour moi. Quelqu'un que je veux voir tranquille, qui puisse se concentrer sur sa grand-mère sans se soucier des chiffres. Ça, après, je te devrai une faveur à vie, je deviendrai ton projet de bonne action. » Sébastien lui prit les mains, l'obligeant à le regarder. « Écoute-moi bien, ce n'est pas une faveur, c'est un investissement en nous, en ce que nous sommes en train de devenir. Parce que je veux que tu aies la tranquillité d'esprit de savoir que ta grand-mère ira bien. » À ce moment, comme si l'univers avait attendu le timing parfait, sa grand-mère Madeleine se réveilla. Sa voix était faible mais claire lorsqu'elle appela Chloé depuis la chambre. « Ma petite, viens ici. » Chloé s'approcha du lit. Sébastien, restant discrètement à proximité. « C'est qui ce jeune homme qui ne te quitte pas d'une semelle ?» demanda la grand-mère avec un sourire faible mais espiègle. « C'est Sébastien, mamie, un ami du travail. »« Sébastien » répéta la vieille dame, l'étudiant avec ses yeux qui avaient vu des décennies de vie s'écouler. « C'est donc vous qui faites sourire ma petite fille ces derniers temps ?»« Oui, madame, » répondit-il avec une honnêteté désarmante, « et c'est elle qui me fait sourire, moi. » La grand-mère, Madeleine, hocha la tête comme si elle venait de confirmer une vérité qu'elle connaissait déjà intuitivement. Elle se tourna vers sa petite fille, sa main ridée mais encore forte pressant celle de Chloé. « Ma chérie, il y a 60 ans, ton grand-père, que Dieu ait son âme, s'est entêté quand je suis tombé malade d'une pneumonie. Nous venions de quitter notre Bretagne pour chercher du travail à Paris, et il ne voulait accepter l'aide de personne. Il disait que les fourniers n'étaient pas des mendiants, que notre fierté bretonne était tout ce qui nous restait. » Sa voix se fit plus grave, empreinte du poids des souvenirs. « J'ai failli y rester, à cause de son orgueil. Il y a des moments dans la vie, Chloé, où l'orgueil est un luxe que l'on ne peut pas se permettre. C'est une armure trop lourde à porter quand on est déjà à terre. » Les larmes, que Chloé avait retenues avec tant de force, se mirent à couler silencieusement sur ses joues. Elle traçait des sillons chauds sur sa peau fatiguée. « Mais mamie, c'est tellement d'argent. C'est une somme que je ne pourrai jamais rembourser. C'est le prix d'un appartement. Comment puis-je accepter ? Regarde ce garçon, » dit la vieille femme d'un ton qui n'admettait aucune réplique, en désignant Sébastien d'un léger mouvement du menton. Il se tenait respectueusement à l'écart, mais son attention était entièrement tournée vers elle, son regard une encre de calme dans la tempête émotionnelle de Chloé.
Est-ce qu'il t'offre l'aumône, ou est-ce qu'il te demande de lui faire confiance? Il y a un océan entre les deux. L'un te diminue, l'autre te grandit. Chloé tourna son visage baigné de larmes vers Sébastien. Il la regardait avec une intensité qui ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas de la pitié qu'elle lisait dans ses yeux couleur de miel, mais une détermination tranquille, une solidité à toute épreuve. Son regard parlait de décisions déjà mûries, d'engagements pris sans l'ombre d'un regret. Elle comprit alors que refuser ne serait pas seulement un acte d'orgueil, mais aussi une forme de méfiance envers lui, et peut-être envers elle-même, et sa capacité à accepter d'être aidée. « D'accord », dit-elle finalement, sa voix brisée mais ferme, chaque syllabe une victoire sur sa propre fierté. « J'accepte ton aide, mais à certaines conditions. »« Celles que tu voudras », répondit-il immédiatement, sans la moindre hésitation, faisant un pas vers elle. « Premièrement, ceci devient un prêt officiel. Je veux que nous rédigions un document avec un plan de remboursement. Même si ça doit me prendre des années, je te rendrai chaque centime. Ce n'est pas négociable. C'est une question de dignité. » Elle respira profondément, rassemblant ses forces. « Deuxièmement, j'accepte parce que je te fais confiance, mais cela signifie que tu dois aussi me faire confiance. Pas de secret, pas de décision prise dans mon dos pour me protéger. Nous sommes dans le même bateau, et je veux tenir un aviron. » Sébastien sourit et pour la première fois depuis leur arrivée précipitée à l'hôpital, le sourire atteignit ses yeux, les faisant briller d'une lumière chaude et sincère. La tension qui avait marqué ses traits s'évapora. « Marché conclu », dit-il en tendant la main. Lorsqu'ils se serrèrent la main dans ce couloir d'hôpital aseptisé, sous le bourdonnement des néons, tous deux surent que quelque chose de fondamental et d'irréversible venait de basculer entre eux. Ce n'étaient plus simplement deux personnes apprenant à se connaître, jouant un jeu de séduction prudent. Ils formaient désormais une équipe, un pacte scellé non pas par des mots d'amour, mais par un acte de confiance mutuelle face à l'adversité. « Bon », fit la grand-mère Madeleine depuis son lit, sa voix retrouvant une pointe de malice. « Maintenant que c'est réglé, est-ce que quelqu'un peut enfin m'expliquer cette histoire de pain au chocolat en conseil d'administration? Parce que ce matin, entre deux délires fiévreux, elle n'arrêtait pas de parler de ça. » Une semaine plus tard, Madeleine avait considérablement récupéré. Elle avait quitté les soins intensifs pour une chambre normale, et les médecins de la Pitié-Salpêtrière étaient optimistes. Le traitement fonctionnait comme prévu, et Chloé avait pu reprendre sa routine de travail, le cœur plus léger, bien que toujours préoccupée. La crise avait cimenté quelque chose de nouveau entre elle et Sébastien. La dynamique avait changé. La gêne des débuts avait laissé place à une complicité née de l'épreuve partagée. Ils n'étaient plus dans la séduction, mais dans la construction. Ce jeudi matin-là, alors qu'elle organisait les fournitures dans la cafétéria du 12e étage, un espace lumineux et moderne où les employés prenaient leur pause, Chloé sentit un regard insistant sur elle. Un jeune homme vêtu d'un costume bleu marine impeccablement coupé et affichant un sourire un peu trop assuré, s'était approché du comptoir à café, feignant un intérêt pour le menu affiché au mur. « Excusez-moi, ma jolie », dit-il d'une voix mielleuse qui se voulait charmeuse mais sonnait faux. « Vous travaillez ici? Parce qu'avec un sourire comme le vôtre, vous rendriez ce café insipide bien meilleur. » Chloé leva les yeux de son chariot, conservant une expression polie mais volontairement distante. C'était un numéro qu'elle connaissait par cœur, une approche qu'elle avait subie des dizaines de fois. « Bonjour, je fais partie du personnel d'entretien, pas de la cafétéria. Excusez-moi. » Elle tenta de s'éloigner, mais l'homme se décala pour lui barrer le chemin, son sourire ne faiblissant pas. « Oh, ne partez pas si vite. Je m'appelle Antoine Dubois, du service commercial. Et vous, quel est votre joli nom? »« Chloé, » répondit-elle sèchement, essayant de manœuvrer son chariot pour le contourner. Son ton était un signal clair de non-intérêt, mais il semblait déterminé à l'ignorer. « Chloé, quel prénom charmant pour une fille aussi charmante !» insista Antoine, bloquant à nouveau son passage avec une familiarité déplacée. « Dites-moi, que diriez-vous d'un café quand vous aurez terminé? Je connais des endroits bien plus sympas que ce self d'entreprise. »« Merci, mais non, » dit Chloé fermement, sa patience commençant à s'effriter. Elle serra plus fort la poignée de son chariot. « Je dois travailler maintenant. »« Allez, ne soyez pas si sérieuse, » continua-t-il, nullement découragé par son refus catégorique. « Ce n'est qu'un café. Je vous promets de vous traiter comme une princesse. Vous n'avez sûrement pas l'habitude qu'on vous emmène dans des endroits chics. » Cette dernière remarque sur les « endroits chics » toucha un air sensible. Il y avait une condescendance insupportable dans son ton, comme s'il partait du principe que son uniforme définissait les limites de son monde,
qu'elle ne pouvait aspirer à rien de mieux que ce que son travail lui permettait. C'était une humiliation subtile, un jugement de classe déguisé en compliment. « Je vous remercie, monsieur Dubois, mais ma réponse est non. Et maintenant, j'ai vraiment besoin de continuer mon travail. » Sa voix était devenue glaciale. « Écoutez, ne faites pas votre difficile, » dit Antoine, son sourire se crispant pour devenir quelque chose de moins amical, presque menaçant. « Ce n'est qu'une invitation. Ça ne va pas vous tuer d'être un peu plus aimable avec vos collègues. » C'est à cet instant précis qu'une voix familière, calme et posée, résonna depuis l'entrée de la cafétéria. « Bonjour, Chloé. » Sébastien s'avançait avec cette démarche assurée qui caractérisait les hommes habitués à ce qu'on leur cède le passage. Il portait un costume gris anthracite qui semblait avoir été moulé sur lui, et bien que son sourire fût courtois, ses yeux évaluaient la situation avec la précision d'un stratège. Il avait tout vu, tout compris en une fraction de seconde. « Bonjour, monsieur Avant-Garde, » répondit Chloé, un soulagement immense et immédiat l'envahissant. Antoine se redressa d'un coup, son assurance s'évaporant en reconnaissant le PDG du groupe. Son visage passa de la suffisance à la panique en moins d'une seconde. « Monsieur Avant-Garde, bonjour, je ne savais pas que je connaissais mademoiselle Fournier, » l'interrompit doucement Sébastien, mais son ton contenait une nuance d'acier qui rendit Antoine visiblement nerveux. « Oui, nous étions en train de discuter », bafouilla Antoine, cherchant ses mots. « Discuter », répéta Sébastien, sans élever la voix. Pourtant, le mot plana dans le silence soudain de la cafétéria. Plusieurs personnes avaient cessé leur conversation et tournaient discrètement la tête. Intéressant, parce que d'où je me trouvais, il semblait plutôt que mademoiselle Fournier essayait de travailler et que vous lui faisiez obstacle. Chloé observait, fascinée, la transformation de Sébastien. L'homme chaleureux et rieur qu'elle connaissait était toujours là, mais une autre facette venait d'apparaître. Le dirigeant qui n'était pas arrivé au sommet seulement par héritage, mais qui savait précisément quand et comment user de son autorité. Ce n'était pas de la colère brute, mais un pouvoir froid et maîtrisé. Non, non, ce n'était pas ça, monsieur. J'étais juste amical avec une collègue. Ah, amical, dit Sébastien en faisant un pas de plus vers Antoine. Son calme était plus intimidant que n'importe quel cri. Et être amical, cela inclut-il de ne pas accepter un non comme réponse? Le silence dans la cafétéria devint palpable. On n'entendait plus que le doux ronronnement de la machine à café. Antoine vira au rouge pivoine. « Ce n'était pas mon intention. Monsieur Dubois, » dit Sébastien, faisant mine de consulter un badge imaginaire. « Du service commercial, n'est-ce pas? Je me demande si votre supérieur, monsieur Garcia, est au courant de vos méthodes pour être amical avec les employés. Non, monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Fournier vous a dit non à 3 reprises, » continua Sébastien avec ce calme terrible que seuls les vrais leaders possèdent lorsqu'ils sont furieux. Dans mon entreprise, quand quelqu'un dit non, et tout particulièrement une femme à un homme qui l'importune, cette réponse est respectée. C'est bien clair? Oui, monsieur. Parfaitement clair. Excellent. Maintenant, je crois que vous avez du travail qui vous attend. Ailleurs. Antoine s'enfuit presque, murmurant des excuses inaudibles. Une fois parti, le brouhaha normal reprit progressivement, mais Chloé remarqua plusieurs regards approbateurs dirigés vers elle et Sébastien. « Merci », lui dit-elle à voix basse une fois qu'ils furent plus isolés. « Mais je n'avais pas besoin que tu me sauves. » Sébastien sourit, et la tension quitta instantanément sa posture. Il redevint l'homme qu'elle connaissait. « Je sais, j'ai vu comment tu gérais la situation, tu étais parfaite, mais il y a une différence entre te sauver et m'assurer que cet imbécile comprenne que le respect n'est pas une option dans cet immeuble. » Chloé étudia son visage, cherchant à comprendre la motivation profonde derrière son intervention. « Est-ce que ça t'a dérangé qu'il m'importune, ou est-ce que ça t'a dérangé que ce soit moi qui l'importune ?» L'honnêteté brute de la question le désarma un instant. Il la regarda, et elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. « Les deux, » admit-il. « Ça me dérange profondément quand une personne abuse de sa position, même implicitement, pour en intimider une autre. C'est un principe. Mais oui, ça m'a particulièrement dérangé parce que c'était toi. Pourquoi? Demanda-t-elle, même si elle sentait déjà la réponse vibrer en elle. Sébastien se rapprocha encore, baissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre, créant une bulle d'intimité au milieu de la cafétéria animée. Parce que tu comptes pour moi. Parce qu'en quelques semaines, tu es devenue importante pour moi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Chloé sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas son intervention chevaleresque qui l'avait touchée.
mais la sincérité de sa confession. « Sébastien, dit-elle doucement, tu dois comprendre quelque chose. Je ne veux pas être ton territoire marqué. Je ne veux pas que les hommes me respectent seulement parce que tu es dans les parages, comme un chien de garde. Ce n'est absolument pas ce que je veux, répondit-il immédiatement, son regard intense. Je veux qu'ils te respectent, parce que tu es une personne qui mérite le respect, point final. Ma présence n'a servi qu'à souligner un message qui aurait dû être clair depuis le début. Chloé sonda ses yeux, cherchant le moindre indice de possessivité toxique, de fierté masculine mal placée. Elle ne trouva que de la sincérité et quelque chose de plus profond, un soin authentique, une protection qui ne cherchait pas à posséder, mais à soutenir. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» dit-elle finalement, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Quoi donc ? C'est que tu comprends la différence fondamentale entre être un filet de sécurité et être une cage dorée. » Sébastien sourit à son tour, ce sourire qu'elle avait appris à aimer parce qu'il semblait n'être destiné qu'à elle. « Et toi, tu sais ce que j'aime le plus chez toi ? Dis-moi. C'est que tu n'as besoin de personne pour te sauver, mais tu autorises les gens qui t'aiment à se tenir à tes côtés. » À cet instant, entourée par le murmure de la cafétéria et l'arôme du café, Chloé réalisa qu'elle avait atteint un point de non-retour émotionnel. Se hissant sur la pointe des pieds, elle lui déposa un baiser sur les lèvres. Un baiser doux, bref, mais chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Quand ils se séparèrent, elle remarqua que plusieurs personnes dans la cafétéria souriaient discrètement dans leur direction. « C'était quoi ça ?» demanda-t-il, les yeux pétillants, visiblement surpris et ravis. « La signature d'un contrat », répondit-elle avec un sourire espiègle. « Nous sommes une équipe, Sébastien Avant-Garde. Et dans une équipe, on prend soin l'un de l'autre. » Le samedi après-midi, après avoir rendu visite à Madeleine à l'hôpital, qui se plaignait joyeusement de la nourriture insipide, Sébastien fit une proposition qui surprit Chloé. « Ça te dirait de voir mon appartement ?» demanda-t-il alors qu'ils traversèrent le parking. « Je me suis dit qu'il était temps que tu vois où vit l'homme qui est incapable de réussir un cappuccino. » Chloé sourit. Au cours des 2 semaines qui avaient suivi leur première rencontre au café, leur relation avait acquis une aisance et une naturalité qui la déconcertait parfois. Il n'y avait plus de nervosité, seulement une curiosité sincère de découvrir les facettes cachées de la vie de l'autre. « Ça ne te gêne pas que je voie ton intimité ?» plaisanta-t-elle. « Au contraire, » répondit-il avec un sourire malicieux, « j'ai désespérément besoin d'un deuxième avis sur ma décoration. Je crois que mon architecte d'intérieur m'a vendu le concept de minimalisme élégant. Mais dernièrement, j'ai surtout l'impression de vivre dans un musée ou un hall d'hôtel. » L'appartement de Sébastien se trouvait dans une tour résidentielle de grand standing à Neuilly-sur-Seine, avec une vue panoramique sur Paris et des finitions qui coûtaient probablement plus cher que le salaire annuel de Chloé. Dès qu'ils entrèrent, elle comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. C'était magnifique, indéniablement. Des plafonds hauts, des baies vitrées spectaculaires, des meubles de designer signés Roche-Beaubois et Ligne Roset, dans des tons de gris, de blanc et de taupe, des œuvres d'art abstraits parfaitement éclairées. Mais il y avait quelque chose d'étrange, de froid dans cette perfection. Cela ressemblait à un appartement témoin, pas au foyer de quelqu'un qui y vivait vraiment. « C'est impressionnant », dit Chloé, balayant le salon du regard. « Mais, devina-t-il, percevant une réserve dans son ton. « Il n'y a pas de photos, observa-t-elle. Il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas d'histoire. C'est comme si c'était très beau, mais sans âme. » Sébastien la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. « C'est exactement ce que je ressens, mais je ne savais pas comment le formuler. »« Tu cuisines ?» demanda Chloé, se dirigeant vers la cuisine qui semblait impeccablement équipée, mais suspectement inutilisée. « Définis cuisiner ?» répondit-il avec un sourire embarrassé. « Si par cuisiner tu entends réchauffer des plats surgelés au micro-ondes, alors oui, je suis un chef étoilé. » La cuisine était le rêve de n'importe quel passionné. Îlot central en granit noir, électroménager en acier inoxydable qui semblait tout droit sorti d'un magazine et assez d'espace pour préparer un banquet. Mais quand Chloé ouvrit le réfrigérateur, elle ne trouva que de l'eau en bouteille, quelques boîtes de plats traiteurs et une brique de lait périmé. « Sébastien Avant-Garde !» dit-elle avec une fausse sévérité. « C'est une urgence nationale. Comment est-il possible d'avoir une cuisine qui vaut une fortune et de ne même pas savoir faire cuire un œuf ? »« Eh, je sais faire des œufs, » se défendit-il. « Je les commande au téléphone et ils arrivent en 20 minutes. » Chloé éclata de rire. « Ça ne compte pas. Viens là, je vais t'apprendre le BABA, les crêpes. » Ce qui suivit fut 1 heure de pure comédie domestique.
Sébastien, qui dirigeait un empire et négociait des contrats complexes, se révéla être d'une incompétence spectaculaire en cuisine. Il brûla la première crêpe parce qu'il était trop distrait à la regarder expliquer la technique. Pour la deuxième, la pâte était si épaisse qu'elle forma une sorte de galette informe. Pour la troisième, il y avait de la farine partout sur l'îlot central, et il portait un tablier qui contrastait de manière ridicule avec sa chemise de marque. « Comment est-ce possible qu'une chose aussi simple soit si compliquée ?» marmonna-t-il, en essayant de retourner une crêpe qui s'était lamentablement collée à la poêle. « Parce que tu penses comme un PDG », lui expliqua Chloé, riant tout en nettoyant son désastre. « En cuisine, il ne s'agit pas de tout contrôler, il s'agit de ressentir. Le crépitement du beurre, l'odeur de la pâte qui cuit, le moment exact pour la retourner. Et comment suis-je censé ressentir ça? Avec de la pratique, dit-elle en se plaçant derrière lui et en guidant ses mains sur la poignée de la poêle. Et de la patience. Et en acceptant que les premiers essais seront des catastrophes. Être si près de lui, dans l'intimité de sa cuisine, leurs mains jointes sur le manche de la poêle, changea l'atmosphère entre eux. Ce n'était plus seulement de l'attirance physique, c'était une complicité domestique, une familiarité qui leur semblait étonnamment naturelle. « Chloé, dit-il doucement, sans se retourner, sa voix plus grave, j'ai pensé à quelque chose. À quoi? À ta grand-mère, à toi qui cours entre deux boulots et l'hôpital, à cet appartement qui est bien trop grand pour une seule personne et bien trop vide pour être un foyer. » Elle sentit son cœur accélérer, anticipant la direction qu'il prenait. « Où veux-tu en venir ?» Sébastien se retourna dans ses bras, de sorte qu'ils se firent face au milieu de la cuisine parsemée de farine et embaumant la crêpe brûlée. « Que dirais-tu d'emménager ici, toi et ta grand-mère? Il y a largement assez de place. La chambre d'amis a sa propre salle de bain, ce qui serait parfait pour elle, et tu pourrais avoir ton propre bureau pour étudier. » Chloé resta sans voix un instant. C'était une proposition folle, impensable, et pourtant terriblement logique. « Ce n'est pas de la charité, » enchaîna-t-il rapidement, lisant son expression. « C'est du pragmatisme. Tu pourrais être près de ta grand-mère sans t'épuiser avec 2 emplois. Tu pourrais te concentrer sur la fin de tes études. Et moi, eh bien, j'aurai la compagnie des 2 personnes qui comptent le plus pour moi. Sébastien, vois ça comme une redistribution des ressources, » ajouta-t-il avec un sourire pour détendre l'atmosphère. « J'ai de l'espace que je n'utilise pas. Vous avez des besoins spécifiques. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. » Chloé s'éloigna et marcha jusqu'à la baie vitrée, regardant Paris s'étendre à ses pieds. La proposition était tentante, pratique, pleine d'avantages. Mais c'était aussi un pas de géant, un engagement qui la terrifiait et l'excitait à la fois. « Si j'accepte, » dit-elle finalement, sa voix posée, « ce doit être avec des conditions très claires. Celles que tu voudras. Premièrement, indépendance financière progressive. Je contribuerai aux charges de l'appartement selon mes moyens, et cette contribution augmentera à mesure que ma situation se stabilisera. Je ne serai pas entretenu. Deuxièmement, mes propres clés. Je ne suis pas ton invité, je suis ta... Comment appellerait-on ça? Colocataire de cœur, suggéra-t-il. Ça me va. Troisièmement, un espace dédié pour étudier, où je peux me concentrer sans être dérangé. Quatrièmement, les décisions médicales concernant ma grand-mère sont prises en concertation, mais le vote final me revient toujours. Parfait, dit-il sans la moindre hésitation. Et cinquièmement, ajouta-t-elle avec un sourire espiègle, des cours de cuisine de base obligatoires. Je refuse de vivre avec quelqu'un qui a peur des œufs au plat. Sébastien rit. J'accepte, mais j'ai une condition supplémentaire. Laquelle? Des indicateurs de bonheur obligatoires. Si cet arrangement cesse de fonctionner pour l'un de nous, si quelqu'un se sent mal à l'aise, ou si nous ne rions pas assez, nous en parlons, et nous ajustons le tir. Des indicateurs de bonheur? Rire par jour, niveau de confort, satisfaction générale de l'arrangement domestique, comme un rapport de performance, mais pour les émotions. Chloé s'approcha de lui, amusée par sa manière si systématique d'aborder même les aspects les plus personnels de la vie. Sébastien Navangarde, tu es le seul homme que je connaisse qui peut faire en sorte qu'un emménagement ressemble à une stratégie d'entreprise. Est-ce que ça veut dire oui? Chloé regarda autour d'elle la cuisine chaotique, avec son désordre de farine et de crêpes ratées, et pour la première fois, elle sentit que cet appartement avait le potentiel de devenir un véritable foyer. « Oui, » dit-elle enfin, « c'est un oui. » Quand ils s'étreignirent au milieu de la cuisine, ils surent tous les deux qu'ils franchissaient une étape décisive. Il ne s'agissait pas seulement de partager un espace,
Il s'agissait de commencer à construire une vie ensemble, de trouver comment faire coexister leurs deux mondes si différents dans un seul et même récit. Le déménagement, pensa Chloé, serait bien plus qu'un simple changement d'adresse. Ce serait l'apprentissage d'un nouveau chez-soi. L'invitation arriva sur un carton ivoire épais, avec des lettres dorées et le logo de la Fondation des entreprises françaises. Gala annuel de bienfaisance, une soirée pour l'éducation. C'était la première fois que Chloé assisterait à un événement de cette envergure en tant que compagne officielle de Sébastien, et la simple idée la faisait osciller entre l'excitation et une panique absolue. « Je ne sais pas si je peux faire ça », murmura-t-elle en regardant la robe bleu nuit que Sébastien avait insisté pour lui offrir. Elle était élégante mais sobre, une création d'un jeune designer français, avec une coupe qui la faisait se sentir sophistiquée sans la déguiser. « Bien sûr que tu peux », dit Madeleine depuis sa nouvelle chambre dans l'appartement de Neuilly, où elle se remettait confortablement depuis 3 semaines. « Tu es une Fournier, ma petite. Nous venons de gens qui ont travaillé dur et qui n'ont jamais eu peur de rien ni de personne. » Sébastien apparut à la porte, impeccable dans son smoking, mais avec ce sourire un peu nerveux qu'elle lui connaissait bien. « Prête à affronter les requins en costume ?» demanda-t-il en ajustant son nœud papillon. « Sont-ils aussi terribles qu'on le dit ?»« Pierce », répondit-il avec une honnêteté brutale. « Mais souviens-toi d'une chose, ils parlent d'argent parce que c'est souvent la seule chose qu'ils connaissent. Toi, tu parles des gens parce que tu connais la vraie vie. C'est ça, ton avantage. » L'hôtel Le Bristol s'était transformé en un palais de cristal et de lumière. Des lustres en cascade pendèrent des plafonds comme des constellations précieuses. Des tables rondes drapées de blanc s'étendaient dans le grand salon, et partout circulaient des serveurs avec des coupes de champagne dont le prix dépassait probablement le salaire hebdomadaire de Chloé. Les 30 premières minutes furent accablantes. Des noms qu'elle n'avait vus que dans les pages du Figaro Économie. Des conversations sur la diversification de portefeuilles et l'optimisation fiscale. Des femmes parées de bijoux qui auraient pu financer les études de 10 étudiants. Chloé se sentit comme une anthropologue découvrant une tribu inconnue. Puis elle rencontra Hélène Dubois, l'épouse d'un industriel du textile, qui semblait elle aussi légèrement perdue dans cet océan d'ostentation. « Premier gala ?» lui demanda Hélène avec un sourire complice. « Ça se voit tant que ça ?» répondit Chloé en riant. « Seulement parce que je reconnais ce regard. C'est le même que j'avais il y a 5 ans. Vous voulez que je vous traduise ce qu'il raconte ?» Hélène se révéla être une alliée parfaite. Elle lui expliqua que réinvestir dans des actifs liquides signifiait acheter un autre appartement à Saint-Tropez, que la restructuration organisationnelle était un euphémisme pour licencier des centaines de personnes, et que lorsque quelqu'un parlait de responsabilité sociétale des entreprises, il faisait généralement référence à des dons défiscalisés. « C'est comme une langue secrète », observa Chloé. « Exactement. Et l'astuce, c'est de la traduire en français normal quand on vous pose une question. » Chloé commença à se détendre. Elle découvrit qu'elle pouvait tenir des conversations intelligentes sur les microcrédits, que son mémoire interrompu sur le développement économique des TPE suscitait un intérêt sincère, et que sa perspective de terrain offrait des aperçus que ces magnates de l'industrie entendaient rarement. Elle commençait même à apprécier la soirée quand elle apparut. Victoire de Courcy, l'ex-fiancée de Sébastien, comme Hélène le lui avait discrètement murmuré. Grande, blonde, vêtue d'une robe rouge flamboyant qui devait coûter le prix d'une voiture et arborant un sourire qui semblait taillé dans la glace. « Sébastien », dit-elle en s'approchant avec la grâce de quelqu'un qui a l'habitude d'être le centre de l'attention. « Quelle surprise de te voir ici avec une nouvelle compagnie. »« Victoire », répondit-il poliment mais sans chaleur. « Je te présente Chloé Fournier. » Victoire examina Chloé de la tête aux pieds avec la précision d'un expert évaluant l'authenticité d'une œuvre d'art. « Fournier », répéta-t-elle, comme si elle goûtait le mot. « De la famille Fournier de Lyon ou de Bordeaux ?»« Des Fournier de Bretagne », répondit Chloé avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ah, comme c'est pittoresque !» dit Victoire avec un sourire qui n'avait définitivement rien d'amical. « Et dites-nous, chère Chloé, que faites-vous dans la vie ?» Chloé sentit le poids de plusieurs regards curieux se poser sur elle. C'était le moment qu'elle avait redouté, l'instant où elle devrait justifier sa présence dans ce monde doré. L'ancienne Chloé aurait bafouillé une excuse, inventé un titre plus impressionnant, se serait recroquevillée sur elle-même. Mais la Chloé qui avait veillé sa grand-mère, qui travaillait 16 heures par jour sans se plaindre, qui avait tenu tête à Sébastien au nom de sa dignité, respira profondément et se redressa de toute sa hauteur.
Je termine mon master en administration des entreprises à la Sorbonne, dit-elle d'une voix claire et posée, avec une spécialisation en microcrédit pour le développement des petites entreprises familiales, et je travaille dans le secteur des services en parallèle de mes études. Comme c'est noble, lança Victoire, avec un ton qui réussissait l'exploit de faire sonner noble comme une insulte. Ce doit être difficile pour vous d'évoluer dans un environnement si sophistiqué. Tout cela doit vous sembler bien étranger. Le silence s'épaissit. Plusieurs personnes avaient cessé de feindre de ne pas écouter. Chloé sentit la chaleur familière de l'indignation monter en elle, mais au lieu d'exploser, elle sourit. C'était le sourire qu'elle réservait aux clients particulièrement odieux au restaurant, celui qu'elle avait perfectionné pour gérer les gens qui confondaient fortune et éducation. « Vous avez raison, Victoire », dit-elle avec un calme qui surprit même Sébastien. « C'est un monde très différent du mien. Dans mon monde, on mesure la valeur des gens à leur caractère, pas à leur nom de famille. On la mesure à leur capacité à rester à l'hôpital jusqu'à 3 heures du matin pour veiller un être cher, ou à leur humilité d'apprendre à faire des crêpes sans transformer la cuisine en champ de bataille. » Elle marqua une pause, son sourire devenant plus authentique, presque joyeux. « Dans mon monde, un gala de charité servirait vraiment à aider les gens, pas à porter des robes hors de prix pour des photos qui paraîtront dans Point de vue. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans mon monde ?» Victoire avait complètement perdu sa contenance glaciale. « Quoi ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « C'est que quand quelqu'un vous dit « je t'aime », c'est généralement parce qu'il vous connaît vraiment, pas parce qu'il connaît l'état de votre compte en banque. » Le coup fut porté avec élégance, précision et un effet dévastateur. Victoire devint écarlate, murmura une excuse à propos d'un besoin d'air frais, et s'éloigna avec le peu de dignité qu'elle put rassembler. Le cercle de curieux se dispersa rapidement, mais Chloé capta plusieurs sourires approbateurs, notamment celui d'Hélène qui leva discrètement sa coupe de champagne dans sa direction. Sébastien la regarda avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une admiration totale et sans réserve. « Ça va ?» lui demanda-t-il à voix basse. « Parfaitement bien », répondit-elle, s'étonnant elle-même de la véracité de ses propres mots. Quand ils quittèrent le gala cette nuit-là, marchant vers la voiture sous les lumières de la place Vendôme, Sébastien s'arrêta. « Chloé, » dit-il en lui prenant la main, « ce soir j'ai réalisé quelque chose d'important. »« Quoi donc ? Tu n'as pas besoin d'appartenir à leur monde. C'est leur monde qui a besoin de plus de gens comme toi. » Chloé sourit, sentant pour la première fois qu'elle n'avait pas à choisir entre être elle-même et s'intégrer. Elle pouvait être les deux, authentique et brillante, simple et forte, travailleuse et élégante. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ?» lui dit-elle alors qu'il lui ouvrait la portière. « Quoi ? C'est que j'ai enfin trouvé ma voie, et il s'avère qu'elle a toujours été là, attendant juste le bon moment pour s'en servir. » 6 mois après le gala, par une douce nuit d'octobre, où Paris scintillait comme une carte d'étoiles terrestres, Sébastien demanda à Chloé de l'accompagner au dernier étage de la tour Avant-Garde. « À la tour, à cette heure-ci » demanda-t-elle, intriguée. Ils avaient dîné chez eux avec Madeleine, qui marchait désormais sans canne, et avait repris son habitude de cuisiner pour ses enfants, comme elle les appelait. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit-il avec ce sourire mystérieux qu'elle avait appris à associer à ses meilleures surprises. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 41e étage, Chloé resta bouche bée. La terrasse sur le toit, qui n'était normalement qu'un espace vide, avait été transformée en un jardin suspendu. Des guirlandes lumineuses couraient entre de grands bacs de lavande et de bougainvilliers, créant une atmosphère intime sous le ciel nocturne. Une petite table était dressée au centre, avec 2 verres de vin et une vue panoramique sur la ville qui s'étendait à l'infini. « Sébastien, » murmura-t-elle, « c'est magnifique. »« La vue a toujours été là, » dit-il, en lui prenant la main pour la guider vers la table. « Mais je voulais que nous la regardions ensemble d'ici, de là où tout a commencé. » Ils s'assirent, les lumières de la métropole pour seuls témoins, et Sébastien prit un classeur en cuir qui attendait près de sa chaise. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » commença-t-il, « je veux que tu saches que ce n'est pas un cadeau, c'est une proposition d'emploi. » Il ouvrit le classeur et lui montra des documents officiels, des logos professionnels, des business plans méticuleusement élaborés. Sur la page de garde, on pouvait lire « Fondation Madeleine Fournier, éducation et opportunités pour les familles méritantes ». Chloé sentit son souffle se couper. « Madeleine Fournier ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pour ta grand-mère, la femme qui t'a appris que l'amour ne se mesure pas en euros, mais en présence, que la dignité se construit par un travail honnête, que les rêves peuvent être mis en pause, mais jamais abandonnés. »
Il lui expliqua le projet, page après page. Des bourses universitaires pour les étudiants ayant dû interrompre leurs études pour des raisons familiales, un soutien médical pour les aînés à charge, des formations professionnelles pour les personnes dans des situations similaires à la sienne, et bien sûr un programme de microcrédit pour les petites entreprises familiales. La Fondation a besoin d'une directrice générale, dit Sébastien en la regardant droit dans les yeux. Quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie choisir entre manger aujourd'hui et étudier pour demain. Quelqu'un qui sait que derrière chaque statistique, il y a une histoire, une famille. « Tu es en train de m'offrir la direction d'une fondation ?» demanda Chloé, encore sous le choc de l'ampleur de la proposition. « Je t'offre l'opportunité de construire ce qui aurait changé ta vie si ça avait existé quand tu en avais besoin. Ce n'est pas de la charité, Chloé. C'est de la justice sociale structurée. » Chloé parcourait les documents, voyant des budgets, des plannings, des objectifs à 5 ans. Tout y était. Son mémoire sur les microcrédits, transformé en projet pilote, ses idées sur le soutien familial intégral traduites en politique concrète, ses propres rêves mis en pause et transformés en opportunités pour d'autres. « Quand as-tu commencé à préparer ça ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Le soir où tu m'as parlé de tes parents et de leur boulangerie en Bretagne. Le jour où j'ai compris que ton intelligence n'était pas seulement faite pour les chiffres, mais pour comprendre comment les chiffres affectent des vies humaines. » Ils se levèrent en même temps et Sébastien prit ses mains dans les siennes. « Chloé Fournier, dit-il d'une voix ferme mais tendre, au cours de ces derniers mois, tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas sauver quelqu'un, mais construire ensemble. Que le bonheur ne s'achète pas, il se cuisine dans une pièce pleine de farine et de rire. Que la force ne s'hérite pas, elle se choisit chaque jour. » Il sortit une petite boîte en velours noir de sa poche, mais il ne s'agenouilla pas de manière théâtrale. Il l'ouvrit en restant debout face à elle comme son égal. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie où nous pourrons faire une différence ensemble? Où nous pourrons être le genre de couple que nos parents auraient été fiers de connaître ?» La bague était parfaite. Un solitaire élégant mais discret, dont l'éclat venait de la pierre elle-même, sans fioriture. « Sébastien, dit-elle, sa voix claire et assurée, oui, oui pour t'épouser, oui pour la fondation, oui pour construire quelque chose de magnifique ensemble. » Le baiser qui suivit fut long, profond, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, totalement dépourvu de toute urgence. C'était le baiser de 2 personnes qui avaient trouvé leur place dans le monde, et cette place était l'un à côté de l'autre. Leur mariage, 4 mois plus tard, fut exactement comme ils l'avaient rêvé, intime, joyeux et plein de sens. Il eut lieu sur la même terrasse où ils l'avaient demandé en mariage. 40 invités, la famille, les amis proches, quelques collègues, Hélène et son mari et bien sûr M. Bernard, le superviseur du nettoyage de la tour. Madeleine, radieuse dans une robe bleu lavande assortie au costume de Sébastien, était le témoin officiel. Leurs vœux furent courts mais parfaits. « Je promets de rire de tes expériences culinaires et de t'apprendre à faire des crêpes jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement rondes, » dit Chloé, déclenchant les rires de l'assemblée. « Je promets de toujours frapper avant d'entrer, même après 50 ans de mariage, » répondit Sébastien avec un clin d'œil. Épilogue. 5 ans plus tard. Un mardi matin ordinaire. 5h30 du matin dans l'appartement de Neuilly avait son propre rythme. Une chorégraphie perfectionnée au fil de 5 années de mariage. Sébastien se réveillait toujours le premier. Il avait découvert que ces 30 minutes de silence, avant que Chloé n'ouvre les yeux, étaient son moment préféré de la journée. Il la regardait dormir, ses cheveux châtains éparpillés sur l'oreiller, cette expression de paix qu'elle n'avait que lorsqu'elle était complètement détendue. Dans la cuisine, il préparait 2 cafés, un allongé noir pour lui, un cappuccino avec une pincée de cannelle pour elle, une compétence qu'il avait mis 3 ans à maîtriser après d'innombrables désastres matinaux. Le bruit de la machine à expresso était leur réveil non officiel. « Bonjour, mon architecte frustré », murmurait Chloé en apparaissant dans la cuisine, vêtue d'une de ses chemises en guise de pyjama. « Bonjour, la plus belle directrice générale de France », répondait-il, l'embrassant sur le front en lui tendant sa tasse préférée, l'original, la grande patronne, qui trônait désormais en bonne place dans leur collection. C'était leur rituel. 5 minutes assis au bar de la cuisine à regarder Paris s'éveiller à travers les baies vitrées, partageant le silence confortable de ceux qui se connaissent par cœur. « Conseil d'administration aujourd'hui » demandait-elle. « On présente le projet de logements sociaux à Clichy-sous-Bois. Et toi »
Cérémonie de remise des diplômes pour la 3e promotion de boursiers. 27 étudiants qui terminent leur cursus ce semestre. Ils se souriaient. Leur travail respectif restait une source de fierté mutuelle inépuisable. Madeleine, le cœur de la maison. À cette heure précise, on entendait le glissement des chaussons qui annonçait l'arrivée de Madeleine dans l'espace de vie. À 75 ans, elle restait la première levée après Sébastien et avait endossé le rôle de coordinatrice du bonheur domestique. « Bonjour mes enfants », disait-elle, déposant un baiser sur chaque joue. « Vous avez mangé quelque chose de décent ou vous vivez encore de café et d'air pur ?» C'était sa question rituelle, et la réponse la menait invariablement vers la cuisinière, où elle préparait des œufs brouillés à la ciboulette ou des tartines de pain de campagne grillées avec du beurre salé de sa Bretagne natale. « Mamie, tu n'es pas obligée de cuisiner tous les jours », lui rappelait Chloé. « Et que ferais-je d'autre? Regarder la télé toute la journée comme ces bourgeoises de ton quartier ?» répondait la vieille dame avec une fausse indignation. « Je préfère m'occuper de ma famille. » Sébastien avait appris à ne pas discuter. Madeleine était devenue la figure maternelle qu'il n'avait jamais vraiment eue. Le dimanche, elle lui apprenait les secrets du phare breton. Le mardi, il l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux, suivi d'un passage obligé dans une pâtisserie pour un éclair au café. Les samedis, au marché. Les samedis matins étaient sacrés. Tous les trois se rendaient au marché d'Aligre, une tradition qui était devenue le point d'orgue de leur semaine. Sébastien poussait le chariot pendant que les deux femmes négociaient avec les vendeurs, goûtaient des fromages, choisissaient des légumes et débattaient du meilleur morceau de bœuf pour le pot-au-feu du dimanche. Il avait appris à différencier une échalote d'un oignon, à choisir un melon à son parfum et à reconnaître les tomates parfaites pour une bonne sauce. Ce qu'il préférait, c'était l'anonymat. Là-bas, il n'était pas le PDG d'Avant-Garde, mais juste Sébastien, le gendre de Madeleine, celui qui demandait des conseils de cuisson et riait de bon cœur aux blagues des commerçants. Les mercredis soirs, leur rendez-vous. Chaque mercredi, c'était leur soirée. Peu importait la fatigue ou les urgences professionnelles. Ils avaient exploré Paris sous toutes ses coutures, dîné sur les péniches de la Seine, assisté à des pièces à la Comédie Française, écouté du jazz dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Mais leur endroit préféré restait ce premier café du Marais. « Pourquoi on revient toujours ici ?» lui demandait-il. « Parce que c'est ici que j'ai compris que tu étais réel, » répondait-elle. « Pas le grand patron, pas l'homme au costume parfait. Juste Sébastien, en pleine bataille avec une machine à café et capable de rire de lui-même. Les dimanches, en famille. Les dimanches, leur appartement se transformait en une joyeuse auberge. Des amis, des collègues, des familles bénéficiaires de la fondation qui passaient dire bonjour avec leurs enfants. Madeleine cuisinait pour une armée, Sébastien gérait les boissons et la musique, et Chloé coordonnait le chaos. L'appartement, autrefois minimaliste, résonnait de rire et de vie. Les disputes, petites et nécessaires. Leur mariage n'était pas un conte de fées sans nuages. Ils se disputaient pour des broutilles. Il laissait traîner ses affaires. Elle oubliait de prévenir de ses retards. Ils se disputaient pour des choses plus sérieuses, des désaccords sur la stratégie de la fondation, le stress du travail qui les éloignait parfois. Mais ils avaient appris à se disputer sainement. Leur règle d'or, « Je suis en colère contre toi, mais je t'aime. Nous sommes en colère, mais nous restons une équipe. » La conversation sur les enfants. Elle vint naturellement, un soir d'hiver sur le canapé. « Tu penses que tu serais un bon père ?» demanda Chloé. « Et toi, une bonne mère ?» répondit-il. La conversation s'étala sur plusieurs mois, faite de questions pratiques et de la certitude grandissante qu'ils voulaient agrandir leur définition de la famille. La nuit qui changea. Tout. 5 ans et 3 mois après leur mariage, Chloé rentra à la maison avec un sourire secret et une petite boîte enveloppée de papier cadeau. « On fête quelque chose ?» demanda Sébastien. « La fondation Madeleine Fournier va devoir prévoir une crèche dans ses locaux, » dit-elle en lui tendant la boîte. À l'intérieur, un test de grossesse positif et un mot, pour le meilleur partenaire de vie qu'une femme puisse espérer. Prêt pour la prochaine aventure? Sébastien la souleva de terre et la fit tourner dans la cuisine, riant et pleurant en même temps, sous le regard ému de Madeleine qui venait de comprendre. « Mes enfants, » répétait-elle, les larmes de joie coulant sur ses joues, « vous serez les meilleurs parents du monde. » L'avenir qu'ils bâtissaient. Cette nuit-là, allongés dans leur lit, les mains jointes sur le ventre encore plat de Chloé, ils parlèrent de l'avenir. Ce n'était pas le conte de fées qu'ils avaient imaginé enfant. C'était mieux. C'était réel, complexe, plein de travail et de joie, bâti jour après jour. « Tu sais ce que j'aime le plus chez nous ?»
murmura Chloé dans le noir. Quoi? C'est qu'on continue de rire ensemble, que tu continues de me surprendre, que nous avons construit un foyer qui nous ressemble. Sébastien l'embrassa sur le front. Et tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Quoi? C'est que tu m'as appris que l'amour ce n'est pas sauver quelqu'un ou être sauvé. C'est choisir de grandir ensemble, jour après jour, jusqu'à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Dehors, Paris poursuivait son rythme éternel. À l'intérieur, une famille s'endormait paisiblement, sachant qu'ils avaient trouvé leur place exacte. Ensemble, dans l'espace qu'ils avaient créé avec amour, travail et la certitude que les plus beaux contes de fées sont ceux que l'on écrit soi-même, un sourire à la fois.